Alors je continue, si vous voulez bien, mais là pour avancer un peu dans votre histoire, par la photo d'une personne qui, j'imagine, était une personne très importante pour vous. Ah oui, c'est intéressant. C'est une photo effectivement d'Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas est un ami de mes parents. Et il était venu d'ailleurs à Marrakech chez nous à la maison. Il avait habité chez nous. Et ensuite, il a été mon prof de philosophie. Et c'est intéressant parce que c'est a posteriori que je me suis rendu compte de l'influence qu'il a eue sur moi. Lévinas insistait énormément sur notre responsabilité par rapport à l'autre. Et sa devise aurait pu être « après vous ». Ça veut dire « vous passez toujours avant ». Mais il allait très loin. Il allait jusqu'à dire que nous sommes responsables de ce que l'autre fait. Et un jour, je me rappelle dans une interview, quelqu'un lui avait demandé « mais quoi, vous voulez dire que vous êtes responsable aussi des nazis ?» Et quelque part, sa réponse était que oui, il est responsable de tout ce qui arrive à l'autre. Et on avait dit, mais comment vous protégez-vous? Il avait dit, j'attends que l'État me protège. Alors c'est intéressant parce que Lévinas était quelqu'un qui insistait sur une éthique asymétrique. Ça veut dire, vous passez avant moi, l'autre passe avant moi, le visage de l'autre est fondamental. Alors que Buber est quelqu'un qui insiste sur une éthique symétrique, de réciprocité. Alors, je pense que Lévinas a joué un rôle important pour moi au niveau de l'éthique, parce que j'ai toujours mis l'éthique à un niveau très important de mon travail. Et pour moi, par exemple, il est fondamental que mes patients, comme mes étudiants, passent avant moi. Je suis à leur service. Et ils m'ont fait le privilège de me choisir et je fais de mon mieux pour être à leur service. C'est plus difficile quand c'est dans la vie quotidienne. Parce que dans la vie quotidienne, il arrive fréquemment que le fait de faire passer l'autre avant systématiquement est vécu par l'autre comme quelque chose qui va de soi. Et à ce moment-là, vous êtes dans une situation quelquefois difficile vous-même. Et donc là, je dirais que Lévinas m'a surtout influencé pour ce qui est de mon métier, de la manière dont je vois les patients, les étudiants, et que dans la vie quotidienne, peut-être que je serai un peu plus proche de Buber tout de même, et d'une certaine réciprocité. Autrement, la vie peut devenir très difficile. Voilà. La phrase qui est au-dessous de la photo d'Emmanuel Lévinas, « Chacun est responsable de tout devant tous, et moi plus que tous les autres », c'est une phrase très proche de celle d'Alyosha, de les frères Karamazov. Lévinas était très féru de littérature russe, et de Dostoïevski en particulier. Et il citait dans ses cours de philosophie extrêmement fréquemment les auteurs russes, les philosophes russes et les écrivains russes. Oui. Je vais vous donner un autre objet qui fait référence à votre livre, hein, Où es-tu quand je te parle? Oui. Alors, vous le connaissez bien, évidemment. Oui, effectivement. Donc, ce que vous mettez là dans la main, c'est une bande de Mobius. Vous avez très joliment faite. C'est quoi une bande de Mobius? C'est une bande qui a comme originalité que si votre doigt se promène, il revient au début. Pourquoi c'est important pour moi cette bande de Mobius? Parce que très fréquemment, nous sommes des êtres divisés. Très fréquemment, nous souhaitons quelque chose que nous ne croyons pas possible. J'essaie d'expliquer cela pour ceux qui regardent cette vidéo. Pour moi, nous tous, très jeunes, commençons à établir des sortes de règles de survie. Ces règles, c'est par exemple, si j'ai eu l'impression qu'on n'est pas proche de moi,
et que ça m'arrive une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je crée une règle X plus 1. Et je pense, ben voilà, on sera jamais proche de moi. Ça peut être, on ne m'écoute pas. Ça peut être toute une série de règles comme ça, qui ne sont pas forcément justes, mais qui sont les règles que nous avons créées à partir d'éléments que nous avons vécus. Et par ailleurs, nous souhaitons être heureux. Alors, par exemple, imaginons que ce soit quelqu'un qui pense qu'on ne m'a pas écouté quand j'étais enfant et qui veut être écouté. J'appelle ce qui s'est construit d'une manière régulière dans le temps et qui est devenu une sorte de conviction profonde, de croyance profonde, j'appelle ça la construction du monde. Et j'appelle le programme officiel le fait que je veux être écouté. Alors mon problème, c'est que par exemple, si je devais être écouté, mais que je n'arrive pas à croire qu'on peut m'écouter, je vais faire tout ce que je peux pour démontrer à l'autre qu'il ne m'écoute pas. Et l'autre, lassé, finira effectivement par se comporter d'une manière telle que je pourrais dire tu vas bien, tu ne m'écoutes pas. Il y a comme un assemblage entre l'autre et moi qui construit le monde. C'est-à-dire que je vais sculpter l'autre d'une manière telle qu'il va en avoir marre. Imaginons que je vous dis, vous ne m'avez pas écouté. Mais si, monsieur le Caïm, vous m'avez dit ceci, non, vous avez répété comme ça, mais en réalité, vous ne m'avez pas écouté. Alors, je vais continuer à insister, je commence à en avoir marre d'avoir quelqu'un qui me dit que vous n'écoutez pas alors que vous écoutez. Et à ce moment-là, je dirais, mais voyez bien que vous ne m'écoutez pas. Alors, le problème, effectivement, quand le thérapeute est face à un patient, il est fréquemment face à un patient qui souhaite changer quelque chose, qu'en même temps, il ne croit pas possible de changer. Et c'est aussi un des problèmes dans les couples. C'est que je vais demander à mon partenaire quelque chose que je ne crois pas possible en même temps. Et alors, dans ces situations-là, on est comme face à un bracelet. Un bracelet, c'est quelque chose qui a une face extérieure et une face intérieure. La face extérieure, c'est le programme officiel, je veux te écouter. La face intérieure, c'est je ne crois pas qu'on peut m'écouter. Alors, si vous m'écoutez, vous répondez qu'à un seul niveau, pas à l'autre. Si vous ne m'écoutez pas, vous répondez qu'à un seul niveau, pas à l'autre. La bande de Mobius permet de créer quelque chose qui peut montrer qu'on peut répondre aux deux niveaux à la fois. Alors, par exemple, imaginons qu'une étudiante me dit « vous ne m'écoutez pas » et que je lui dis « décrivez-moi s'il vous plaît comment je ne vous écoute pas ». L'étudiante va m'expliquer, me regarder comment vous êtes assis. D'ailleurs, vous me faites répéter, bon bien que vous ne m'écoutez pas. Puis d'ailleurs, vous avez oublié ce que je vous ai dit. Et moi, continuez s'il vous plaît à me dire comment je ne vous écoute pas. Donc l'étudiante est en train de me dire comment je ne l'écoute pas. Elle est en train de me dire que de toute manière, elle a l'impression que personne ne l'écoute. Et puis progressivement, elle va me dire, mais c'est intéressant parce que j'ai l'impression que vous m'écoutez. Pourquoi elle peut me dire ça? Parce que si je l'écoute, j'écoute quoi? Qu'elle me dit que je n'écoute pas. Donc, elle n'est pas en danger d'être écoutée. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle découvre brusquement qu'elle peut être écoutée par quelqu'un à qui elle dit « tu ne m'écoutes pas ». Mais effectivement, on peut l'écouter sans aller à l'encontre de sa construction du monde, puisque ce qu'elle dit, c'est qu'on ne l'écoute pas. Et dans cette manière de ramasser les deux, de cette manière de faire en sorte qu'on réponde de niveau à la fois, elle peut découvrir quelque chose d'original et de nouveau. Et en thérapie de couple, c'est très fréquent. Très fréquent qu'on demande à l'autre quelque chose qu'on n'arrive pas à croire possible. D'ailleurs, ceci est quelque chose que tout le monde sait. On dit bien en français, chat échaudé craint l'eau froide. Au Maroc, on dit, quelqu'un qui a été mordu par un serpent a peur d'une corde. Il paraît qu'en Grèce, on dit, celui qui a été ébouillanté par du lait bouillant souffle sur le yogourt. Donc, on montre bien que très tôt, des gens créent des règles qui débordent, car l'eau froide n'ébouillante pas le chat. La corde n'est pas dangereuse. Le yogourt ne va pas aller brûler. Mais on voit bien comment les gens ont extrapolé, à partir d'expériences douloureuses, d'une manière telle qu'ils se méfient même de ce qui n'est pas douloureux, mais qui rappelle ce qui est douloureux. Et donc, je pense que une des premières choses que l'être humain vit, c'est la crainte de la douleur.
Et c'est comment éviter d'avoir mal. Éviter d'avoir mal, c'est de se dire je vais avoir une armure, un bouclier qui me protège et qui fait qu'on ne mourra pas facilement. Mais en même temps, comme nous sommes éduqués dans un contexte où on veut être heureux, on veut être écouté, on veut compter, etc., alors on demande quelque chose, mais en même temps on craint que ce ne soit pas possible. Le travail thérapeutique, c'est justement de flexibiliser ses croyances pour permettre aux gens de pouvoir s'autoriser à des degrés de liberté qui n'étaient pas accessibles jusqu'alors. Votre outil privilégié pour cela, c'est le pont que vous lancez aussi, oui, dans ce que vous avez nommé la résonance. Enfin, je ne sais pas si le terme est de vous. Alors, le terme résonance, effectivement, c'est intéressant. Au début, je m'étais rendu compte d'une chose. Je m'étais rendu compte que, fréquemment, le thérapeute, quand il vivait quelque chose par rapport à un patient, ce n'était pas uniquement une projection. Je m'étais rendu compte qu'il vivait quelque chose qui était une invitation du patient à renforcer sa construction du monde. Et que donc, le vécu du thérapeute était beaucoup plus riche que le thérapeute ne l'imaginait. Et ce qui se passait dans cette rencontre, c'était qu'une partie du passé du thérapeute, une partie de son histoire, une sensibilité qu'il avait, qui n'était pas forcément une vulnérabilité, était amplifiée dans la rencontre avec le patient, d'une manière telle que cette sensibilité protégeait la construction du monde du patient. Ce qui voulait donc dire que le thérapeute peut, à partir de son vécu, se demander dans quelle mesure est-ce que mon vécu ne m'indique pas quelque chose à quoi mon patient m'invite. Au début, j'appelais ça intersection, parce que je voyais très fréquemment d'intersections, par exemple, entre la construction du monde du patient, du thérapeute, de l'institution, et toute une série d'exemples comme cela où on peut voir, c'est comme différentes pages d'un bouquin qui sont en train de se rencontrer en intersection sur un point spécifique. Et mon ami Heinz von Förster, qui est le créateur de la cybernétique de second ordre, j'explique un peu pour vos auditeurs et ceux qui voient la vidéo ce que c'est cette cybernétique de second ordre. La cybernétique, voici Heinz est là. Une photo avec... Oui, Heinz est là, effectivement. La cybernétique de premier ordre, c'était une cybernétique en gros qui est A agit sur B et B réagit sur A. La cybernétique de second ordre, c'est moi, l'observateur, fait partie du système dans lequel j'observe. Ce qui veut dire donc qu'on devrait pouvoir lier moi à ce système A et B. Donc à partir de ce moment-là, on ne parle plus de système familial ou de système du couple, mais de système thérapeutique où le thérapeute est inclus. Et alors, pour moi, c'était très important de donner un outil au thérapeute qui est inclus dans le système pour qu'il puisse à la fois être partie prenante du système et en même temps intervenir au niveau de ce système. Et c'est pour ça que j'avais créé ce concept de la pleine intersection. Et Heinz von Förster m'a dit, Moni, c'est pas très beau intersection. Appelle ça plutôt résonance. C'est comme des éléments qui mettent à vibrer en même temps sur la même longueur d'onde. Donc j'ai appelé cela résonance, et le nom revient à mon cher Heinz. J'aimais énormément. Et effectivement, c'est une photo prise à un congrès à San Francisco, organisé par le MRI, Mental Research Institute, et la dame qu'on ne voit pas ici, c'est Virginia Satir, qui est une femme exceptionnelle également, et c'était une photo à trois avec Virginia, Heinz et moi-même.